Voilà, c'est moi qui vous accueille. Voilà, en plus, sous les applaudissements, installez-vous, prenez votre temps. J'étais en train de dire que vous aviez garé votre F-35 en double fil dans la rue, donc ça prenait un... Ah, ça va, vous voulez un peu d'eau, buvez un peu, prenez... Oui, voilà, ça va. D'accord. Alors c'est avec un grand plaisir de vous accueillir ce soir au nom de la ville d'Antony et aussi du Conseil antonien des Européens. Voilà, donc le conseil est là en fait, hein, donc vous pouvez levez-vous qu'on vous voit quand même parce qu'en vrai en fait, hein, voilà, ce n'est pas qu'une réalité virtuelle, mais c'est voilà des hommes et des femmes qui s'engagent dans la ville pour promouvoir l'Europe. En tout cas, on peut les applaudir et merci, merci. Alors pour cette conférence consacrée à un sujet majeur qu'on a intitulé l'OTAN, enjeux et perspectives pour la sécurité européenne, vue d'outre-Rhin. Voilà. Et donc j'ai oublié de me présenter, je suis Laurent Pégorier, je suis conseiller municipal en charge plutôt des questions de solidarité sur la ville, mais j'ai aussi la joie d'animer le Conseil antonien des Européens. Et c'est à ce titre que, évidemment, je vous accueille ce soir. Alors nous avons l'honneur de recevoir monsieur le colonel Daniel Linke. Hein, vous êtes... alors j'ai parcouru votre CV, en fait. Alors j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, donc vous êtes officiellement, vous êtes breveté de l'école de guerre de Hambourg. Vous avez assuré, alors vous me direz si je me trompe, hein, parce que bon voilà, peut-être que mes sources ne sont pas complètement euh, complètes. Vous avez assumé des responsabilités au niveau stratégique et politique au sein des ministères de la Défense à Berlin et à Paris. Et puis vous êtes en charge du dossier de l'Union européenne. C'est ça. Vous êtes donc un spécialiste des questions de défense et de sécurité, fin connaisseur des relations transatlantiques et du rôle de l'OTAN dans la stabilité du continent européen. Vous avez été présent sur des opérations extérieures, notamment le déploiement dans les Balkans, en Afghanistan et en Afrique, et vous avez passé les 3 dernières années au sein du quartier général de l'OTAN et suivi le changement de paradigme au cœur même du centre décisionnel. Votre expérience et votre regard d'Européen nous offriront un éclairage particulièrement précieux ce soir, à un moment où les équilibres géopolitiques sont profondément bouleversés. D'ailleurs, on voit que, alors ce soir, on a fait ça le comble. On est 80 et vous avez 80 personnes. Voilà, donc on avait déjà fait une conférence. On était un tout petit peu moins, mais ce soir, on sent que l'OTAN et les questions de sécurité sont un sujet extrêmement intéressant. Alors aujourd'hui, la sécurité de l'Europe n'est plus un acquis entre les tensions à nos frontières, entre les défis énergétiques, entre les menaces hybrides et les incertitudes liées à l'évolution des alliances. Notre continent doit redéfinir sa stratégie, sa cohésion et sa responsabilité collective. C'est dans ce contexte que le dialogue entre Européens prend tout son sens. Alors, j'aimerais aussi remercier. Alors il y a deux membres du Conseil qui ont finalement, alors qui en sont en charge plutôt des conférences. Alors j'aimerais remercier aussi Susanna Crassard qui est là parmi nous. Donc Susanna, un petit coup d'œil. Voilà, donc elle est tout au fond. Donc voilà. Donc si vous aviez des revendications à faire, au fait, ou des propositions, allez voir Susanna et son binôme infernal Fouteini qui est là aussi. En fait, voilà, Sarah Froglou, c'est Fouteini. Voilà, on peut l'applaudir. Merci. Et dans toutes les conférences, forcément, il faut un influenceur, finalement, puisque c'est Raïk Dressler qui est là et qui nous a aidé à rentrer en contact avec vous, monsieur le colonel. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux vraiment de vous accueillir et on se réjouit à l'idée d'écouter en fait, finalement vos propos qui sont d'une actualité brûlante en ce moment. Voilà, merci et je vous cède la parole. Peut-être vous pouvez, dites-nous comment vous souhaitez procéder. Est-ce que vous préférez des questions à la fin, pendant, enfin, comment vous souhaitez que l'on fasse. Voilà. Le micro, non. Alors, il faut l'allumer, il faut... Il y a un petit bouton, il faut le pousser vers le haut, je pense. Bon, sinon, Sinon, je je prends suis très le prêteur, vôtre, je oui. prête mon micro. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour l'introduction. Je suis réellement un peu gêné en tant qu'officier allemand, pas parce que j'ai un accent allemand, mais parce que je suis en retard.
Donc, ça réellement, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Je pourrais dire la circulation, ce qui ne m'a vraiment pas manqué ces dernières années où j'avais quitté Paris. Mais on y va. Je propose de vraiment d'abord de présenter ce que j'ai préparé et ensuite de rentrer dans les questions parce que finalement, sur ma dernière diapositive, j'ai posé surtout des questions. Parce que moi aussi, je n'ai pas de réponse. On a un contexte sécuritaire qui a changé, qui a fondamentalement changé. Et je crois que pour l'avenir ou pour les enjeux, ce sont des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour beaucoup de raisons. Et je vais essayer un peu de développer cela. Oui, un peu plus haut. Ah, très bien, merci. C'est juste technique. J'ai préparé un peu ma présentation d'une façon militaire, ce qui est le plus facile pour moi. Donc, je commence d'abord avec une appréciation de la situation et de l'environnement. Je ne dirais pas l'ennemi, mais de l'environnement, des acteurs, des challenges. Ensuite, je fais une réflexion de où on se trouve, où je me trouve, avec cette perspective de l'OTAN. Donc, où se trouve l'OTAN, qu'est-ce que sont les bases de l'OTAN et qu'est-ce qu'elle a fait sur ces bases, pour ensuite venir sur les enjeux et un peu regarder quelles sont les perspectives européennes. Je vais essayer par cela de faire un peu un lien entre l'OTAN et demander européens, Union européenne, les nations européennes, quelles sont vraiment les possibilités, mais aussi les limites de ce qu'on peut faire ensemble. Et pour aller dans le premier constat de l'environnement, je crois que ce qu'il faut vraiment prendre en premier en compte, c'est la Russie. Le titre de ma présentation est « Vue de l'OTAN ». Donc si je prends la phrase que j'ai mise en haut, vous pouvez la lire sur la page internet de l'OTAN, elle est écrite comme ça. Elle est écrite comme ça. Ça veut dire la Russie est la menace la plus importante et la plus directe. Elle est la menace la plus directe parce qu'elle est physique, parce qu'elle est létale, parce qu'elle est militaire. Et qu'est-ce qu'on constate? On le constate depuis, il faut être honnête, depuis 18 ans. Mais personne ne voulait s'en rendre compte. Depuis 2007, où Poutine a eu son discours à Munich sur comment il voit le monde. Et déjà là, il a remis en cause tout ce qui s'était fait après la chute de mur 90, 89, ensuite le rapprochement ou l'effondrement de l'Union soviétique, le rapprochement de la Russie vis-à-vis aussi de l'OTAN, parce qu'il y a quand même un conseil OTAN-russe qui maintenant ne se voit plus, mais ça existe quand même, donc il y avait des contextes. Il a mis tout cela en cause. Et on ne voulait pas le voir. On ne voulait aussi pas le voir en Allemagne, il faut être honnête. On ne voulait pas le voir en 1908, en 2008, quand il a attaqué la Géorgie. Il ne faut pas oublier. En 2015, quand il a pris la Crimée, tout le monde a dit oui, d'accord, essayons de discuter, de trouver une solution. Mais la solution ne s'est pas présentée. Et si on regarde maintenant en 2022, avec l'attaque de l'Ukraine, et ce qui dit, pas que lui, aussi la classe politique russe, qui explique que l'Ukraine n'a elle-même pas droit d'être un État en soi-même. Donc il remet en cause, lui, ou la classe politique, remet en cause tous les fondements de notre architecture de sécurité, comment elle a été bâtie après la Seconde Guerre mondiale. Et une des règles a été toujours que les frontières des nations, comme elles ont été bâties, sont sacro-saintes. Il faut le dire comme on sait, et personne jusqu'à présent en a mis des doutes. Et si on regarde de l'autre côté, à part cette attaque militaire contre l'Ukraine, la façon comme les forces russes ont essayé de conquérir ce pays, on remarque aussi d'autres actions qu'on peut appeler hybrides, mais qu'on pourrait appeler hybrides parce qu'ils restent toujours sous un seuil,
je dirais, d'action militaire qui demanderait une action militaire de les autres pays qui se sentent, je dirais pas attaqués, mais qui sont confrontés à ces actions. Et j'ai pris quelques exemples. On peut peut-être pas les tout à fait voir. En haut à gauche, de votre côté à droite, on voit c'est une carte des actions hybrides avec sabotage, drone, influence sur le public. Qu'est-ce qu'on a encore? Attaques cyber, vandalisme. En Allemagne, on en voit tout le temps. Et on peut, dans la plupart des cas, on peut voir qui c'est et d'où ça vient et qui a mandaté ces sabotages. Parce que les actions que nous, on voit en Allemagne, et je parle de l'Allemagne parce que je vois ce qui est reflété dans les médias, c'est clair que les actions sont des actions contrôlées et dirigées. En bas à droite, j'ai repris un peu aussi les derniers faits qu'on avait en septembre. Les masses de drones qui ont survolé la Pologne ou qui sont rentrés dans l'espace aérien polonais, les drones en Roumanie, les drones au Danemark, l'incursion des avions de chasse russes en Estonie. Ce sont des exemples, mais si on prend tout dans l'ensemble, et qu'on ne regarde pas qu'un tel cas isolé, la conclusion est la phrase qui est en haut. D'un point de vue OTAN, et donc l'OTAN a pris ces mesures, j'y reviendrai tout à l'heure. Si on parle des challenges de comment est l'environnement, je passe de ce qu'on appellerait peut-être l'acteur le plus dangereux, immédiat, la Chine. La Chine, très intéressant. La Chine, d'un côté, on a des liens extrêmement étroits économiquement avec la Chine. La Chine, important comme tout, mais la Chine a une autre vision du monde. Et elle le dit clairement, c'est pas que c'est caché, elle dit clairement, le président chinois le dit clairement, et j'ai pris simplement un exemple que je repris. Une autre vision de monde. Et cette autre vision de monde est surtout sino-centrée. Surtout sino-centrée. Ça veut dire un changement de l'architecture mondiale dans une vision chinoise. Je ne dirais pas que c'est un danger immédiat, militairement, sûrement pas pour l'Europe, mais pour les pays qui sont directement dans le voisinage de la Chine. Et n'oublions pas que nous avons aussi des nations qui sont, je dirais, d'un point de vue conception du monde, démocratique, droit de l'homme, pouvoir du droit, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, qui sont très près de nous, donc avec lesquels nous, on partage, ou les nations de l'OTAN partagent les mêmes valeurs. Donc, c'est un challenge. Et ce challenge de la volonté du pouvoir chinois d'être le nouveau hégémon mondial se trouve en concurrence directe avec les États-Unis. J'ai mis cette phrase de on ne la voit pas, dommage. Mais c'est MAGA, Make America Great Again. Ouais. Oui, c'est vrai, mais il faut être honnête. La première réflexion de Trump, qui dit tout le temps on a payé pour les Européens, pour la sécurité des Européens. Maintenant, assez. C'est à vous de payer vous-même pour votre sécurité. Et il faut être honnête. Donald Trump le dit ouvertement, directement, sans détour. Mais les présidents qui lui précédaient ont dit la même chose. Mais ils l'ont dit gentiment. Et Donald Trump, on le voit maintenant aussi, par exemple, si on regarde ce qui se passe au Proche-Orient, comment lui, il agit pour résoudre un problème, il est direct. Ouais, il vous met, je dirais, plus ou moins le pistolet sur la poitrine. Donc il dit,
payez vous-même ou je pars. Et de l'autre côté, on voit que les États-Unis ont pour eux défini un nouveau adversaire, et c'est la Chine. Donc si on regarde ces deux aspects, on peut en conclure deux questions. Est-ce que les États-Unis vont quitter l'Europe militairement? Est-ce que c'est une perspective? Oui, non. Parce que d'un côté, ils veulent aller vers la Chine, et de l'autre côté, ils veulent se regarder eux-mêmes et, je dirais, plus payer pour les autres. Donc ça, ce sont vraiment des aspects qu'on va continuer à voir dans ma présentation. Je vois maintenant, c'est un peu décalé. Est-ce qu'on peut? Attendez, peut-être j'arrive. Je sais pas. Attendez 3 secondes. Ouais, c'est bon, merci. Très bien. Je passe juste pour qu'on ait la même image de ce qu'est l'OTAN, parce que je crois qu'il faut le savoir pour savoir comment l'OTAN agit et ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Bon. Primo, c'est une alliance politique et militaire. Politique veut dire fondée sur les mêmes bases, démocratie, droits de l'homme, ou les droits... attendez, je reprends exactement ce que j'ai écrit, parce que sinon, on ne parle pas de la même chose. Allez. Principe démocratique, liberté individuelle et règne du droit. Ce sont les mots, pardon, mais des fois en français je perds le mot, donc j'essaie de le retrouver. Politique, donc comme une politique, une alliance politique, donc basée sur cela, et qui a le but de garantir la liberté de ces nations qui sont alliées. Pour cela, militaire, avec des moyens militaires pour défendre ce but, la liberté et la souveraineté de ses alliés. Défense collective, je dirais classique, les mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Ça veut dire s'il y a une attaque contre une des nations, un des alliés, tous les autres alliés s'engagent d'aider cet allié pour retrouver sa souveraineté. Donc c'est cette base de l'article 5. Toutes les décisions sont prises en consensus. Ce qui est important de savoir, consensus veut dire que 32 alliés, les 32 alliés qu'on voit à droite, doivent prendre des décisions en consensus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on regarde la carte, et si on regarde tous les alliés du nord au sud, de l'est à l'ouest, et si on imagine quelle est la perception de chaque nation, quel est le danger, quel est le challenge, quel est le défi le plus important, on peut imaginer qu'un pays qui se trouve peut-être en bas à gauche, dans l'ouest, voit peut-être dans une autre direction qu'un pays qui se trouve en haut à gauche, à droite, à l'est. Donc vous avez une perception différente. Aussi, quelqu'un qui est en bas à gauche, il n'a pas de frontière directe avec la Russie, si on revient à ce que j'ai dit. Donc vous avez toujours cet équilibre à trouver entre une idée commune de ce qu'il y a à faire et comment de le faire. Consensus. Il y a un budget commun. Le budget commun est pour cette année 5,3 milliards d'euros. C'est rien. C'est rien. Donc 5,3 milliards d'euros, c'est simplement pour le fonctionnement du QG de l'OTAN à Bruxelles et de cette structure militaire qu'on voit en bas. Ce sont en somme, je dirais, les grands quartiers généraux militaires. Hey, c'est moi? Non. Et c'est tout.
Il y a un peu d'investissement pour l'infrastructure. Ça veut dire que les contributions militaires et civiles viennent que des nations. Ça veut dire tout ce que l'OTAN fait, envoie, décide, ce sont les nations qui doivent contribuer avec leurs forces militaires. L'OTAN, c'est pour ça, moi, à chaque fois quand je lis les médias et je lis, je sais pas, les forces otaniennes, ainsi de suite, oui, d'accord, c'est parce qu'ils sont mis d'accord et que dans le cadre de l'OTAN, ils sont envoyés. Mais c'est un soldat français, allemand, espagnol, portugais, letton, ainsi de suite. Il faut le savoir. Donc aussi, de nouveau, il faut que les nations soient prêtes de contribuer avec des forces militaires. Et il faut que les nations aient ces forces militaires pour pouvoir, diapo précédente, le danger le plus grand, être en mesure de faire quelque chose pour assurer les frontières des nations qui sont à l'Est vis-à-vis de la Russie. Même chose pour les moyens civils. Parce que si on prend d'un point de vue militaire un engagement militaire, ça ne s'arrête pas au front. On le voit en Ukraine, on le voit très bien. Si un drone passe jusqu'à Kiev ou autre ville, il y a des moyens civils qui sont nécessaires pour pouvoir assurer la situation. Donc vous avez des moyens de santé, des hôpitaux, les moyens de transport, donc infrastructures, donc tout ce qu'il faut pour que le pays ou la nation puisse continuer de vivre, de vivre et de continuer de marcher. Ce sont des moyens civils. Et ces moyens civils, c'est aussi les nations qui doivent les apporter pour leur nation. Quelles sont les actions qu'on puisse dire que attendez, je vais... Les actions menées vis-à-vis de le danger imminent, la Russie. En 2022, tout de suite après l'attaque contre l'Ukraine, il a été décidé de mettre en place des mesures d'assurance. Des mesures d'assurance assurées vis-à-vis des nations qui ont des frontières directes avec la Russie et qui se trouvent à l'est de l'Europe. Donc, il a été décidé en consensus d'envoyer des forces des nations alliées dans ces nations qui ne sont pas vraiment importants. Si on regarde les chiffres, je dirais militairement, ce n'est pas important. Mais c'est un signe politique et c'est un signe de détermination que les nations alliées sont prêtes de mettre quelqu'un. Et si cette nation est attaquée, il y a d'autres alliés qui sont dans ce pays et qui sont finalement aussi attaqués eux-mêmes, puisqu'ils ont des soldats des autres nations qui étaient dedans. Et depuis 2022, ces forces sont sur place. Ils sont en somme, oui, la première ligne d'assurance. En plus de ça, en termes de dissuasion et d'exprimer le signal clair et fort que l'OTAN est prêt, comme on disait le secrétaire général, de défendre chaque centimètre du territoire otanien, de renforcer les forces et de mettre en préparation des forces militaires d'une envergure importante. Si on regarde un peu les chiffres, on voit tout de suite que les forces sont importantes à droite, à gauche, à droite en bas, avec une certaine possibilité d'être activées rapidement. Donc, pouvoir, dans un terme militaire, parce qu'une situation militaire se développe aussi, de pouvoir être actif. Et de plus, les plans de défense ont été remis en état, en somme. Parce qu'il ne faut pas oublier, et là je reviens un peu aussi à ce qui a été présenté de mon cursus, il y a, depuis la chute du mur
il y a la fin de l'Afghanistan, on s'est promené un peu partout. Bon, les Balkans, ça c'est, je veux dire, un peu, oui, c'était important parce qu'il fallait aussi un peu stabiliser les Balkans. C'était la guerre en Yougoslavie et avec tout ce qui s'est passé. Mais ensuite, on regardait vers l'extérieur, on regardait vers l'Afghanistan, on regardait vers l'Afrique, et ainsi de suite. Donc, je dirais la défense de l'Europe ou une guerre en Europe n'était plus vraiment d'actualité, même pour beaucoup. Je ne dirais pas impensable, mais on allait un peu quand même dans cette direction. Donc les plans de défense ont été remis en actualité avec, d'un côté, bien sûr, les moyens américains de pouvoir traverser l'Atlantique, ce que n'a été plus. Moi, quand j'étais tout jeune, je me souviens qu'à la radio, jusqu'en 89, on entendait quand il y avait les grandes manœuvres d'automne et qu'on prévenait de attention, il y a des chars américains parce qu'il y avait en somme ce déploiement américain qui a été exercé. Et ce qu'on voit aussi sur cette diapo, et là on revient dans le principe du consensus, c'est un peu ce cercle, cette flèche en cercle. Les plans de défense ont été revus pas que vis-à-vis de la Russie, même si la Russie était au centre, mais bien sûr contre une seconde menace qui se trouve dans tous les documents de l'OTAN que je n'ai pas évoqué, parce que ce n'est pas pour le moment, je dirais honnêtement, pas le, poids principal, c'est le terrorisme. Il y a des nations, et surtout, faut dire, la Turquie, qui, il y a encore quelques temps, avec les terroristes ou les Kurdes, avec leur parti ou leurs bras armés, il y a eu du terrorisme, et pour la Turquie, le terrorisme est toujours un réel défi, donc pour la Turquie, mais aussi pour les autres nations qui se trouvent surtout sur la Méditerranée. Cet aspect de 360 degrés, comme on dit, est important. Et c'est pour ça cela se reflète toujours dans les plans. Attendez, on va voir si ça marche. Ouais. Mais les plans, sans avoir les capacités militaires, ne servent à rien. Sans avoir les capacités militaires, ne servent à rien. Depuis la fin ou depuis la chute du mur, toutes les nations ont réduit leurs effectifs militaires. Chacun verra qu'il n'y aura plus de conscription, que les effectifs ont été à zéro. Il y a des nations qui ont carrément aboli certaines capacités, comme les Néerlandais ont aboli tous les chars, les Allemands la défense rapprochée aérienne de l'armée terre, ainsi de suite. La seule nation, il faut dire, qui a gardé quand même une armée complète, c'est la France. La France qui a toujours gardé une armée dans l'ensemble complète. Les autres ont regardé plutôt de faire peut-être plus du multinational et d'essayer, par exemple, les Néerlandais. Bon exemple, ils ne voulaient pas tout à fait perdre le savoir-faire, donc ils ont mis une unité de chars dans un régiment allemand et qui servait en Allemagne, ou qui sert toujours en Allemagne, pour garder cette compétence, mais on les a abolis. Mais pour soutenir les plans, comme je disais, il faut développer des capacités. Les capacités qu'on a perdues et qu'il fallait retrouver. Donc, primo, il fallait revoir les objectifs capacitaires. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour les plans? Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Qu'est-ce qu'il nous faut comme personnel? Ainsi de suite. Il fallait accroître, bien sûr, l'industrie de défense. Un bon exemple qu'on voit ou qu'on entend beaucoup aussi dans les médias, c'est la question des munitions. Si on regarde la guerre en Ukraine et qu'on voit combien de munitions d'artillerie sont tirées chaque jour, moi, ça me fait toujours rappeler un peu la Première Guerre mondiale et Verdun.
Ils sont à qu'est-ce que j'avais vu? Je crois 40 000 obus par mois. Du côté russe et 5 000 du côté ukrainien. Donc, il faut avoir ces stocks. Donc, personne ne les a. Il faut les remettre en place. Il faut les reproduire. Si on veut soutenir les plans, et c'est un choix. Et ce choix, les nations de l'OTAN l'ont pris. Chaîne d'approvisionnement, même chose, la logistique, les nouvelles technologies. On voit sur le champ ukrainien, pour ceux qui aiment, très intéressant les drones, l'emploi des drones dans toutes les dimensions. C'est vraiment intéressant, mais aussi autres technologies nouvelles, l'intelligence artificielle qui joue de plus en plus un rôle avec les drones par exemple, parce que par là vous pouvez faire détecter, vous pouvez avoir des décisions beaucoup plus rapides. Et de plus, renforcer la coopération multinationale, c'est simplement surtout aussi pour faire des gains d'échelle. Si vous achetez beaucoup de munitions et vous achetez ensemble, peut-être vis-à-vis de l'industriel, vous avez un peu plus de pouvoir pour faire baisser un peu les prix. Investir dans la défense. Et ça a été décidé cette année à l'AE. Jusqu'à présent, le but ou ce que les nations ont, les alliés, chaque allié a consenti, c'est de mettre 2% du produit intérieur brut dans la défense. Ces dernières années, personne n'a eu ce chiffre. Personne n'a eu ce chiffre, à part les Américains et quelques autres pays, la Grèce, la Turquie, mais sinon le reste était bien en dessous. Avec 2022, ça a changé. Ça a changé. Et si on regarde les chiffres que j'ai mis là à votre droite, vous voyez que cette année, toutes les nations alliées ont mis au moins 2%. Et maintenant, je rappelle ce que j'ai dit sur Trump. Je n'ai plus envie de payer pour vous. Mettez plus, les Européens. Et donc, il a été décidé, ou il a été acquis et décidé que les nations se sont engagées de mettre 5%. 5%. Ce qui a été dans les négociations a été quand même un peu, je dirais, négocié. C'est de dire, bon d'accord, 3,5% pour ce qui est investissement de défense propre et 1,5% pour ce qui aide à la défense, donc par les capacités civiles, de toute infrastructure, tout ce que est civil, mais qui aide à la défense de la nation. Et si on prend par exemple maintenant le chiffre, prenons la France, puisqu'on est ici, cette année on était à 67 milliards d'euros, avec 2%, avec 2%, et vous voulez aller à 3,5%, on est à, pour ceux qui calculent rapidement, on est à 115 milliards. Est-ce que je suis juste? Oui, je crois 115 milliards d'euros. Et si on regarde un peu les médias d'aujourd'hui, de hier et de demain, et le budget, je crois qu'il n'est pas encore acquis. Mais néanmoins, aussi pour l'Allemagne, honnêtement, si je regarde l'Allemagne, maintenant mon pays, cette année, 93 milliards. Pour 2%, 3,5% voudrait dire, qu'est-ce que j'ai en tête, 160 milliards, à peu près, 160 milliards d'euros. Ouais. C'est pas mal, et je crois que tout le monde sait. C'est une question de choix ensuite. Pour tous les budgets, c'est comme chacun de nous, 1 euro ou l'euro, vous pouvez le dépenser qu'une fois. Donc il faudra faire des choix. Est-ce que vous mettez l'euro dans la défense ou vous la mettez ailleurs dans votre budget national pour pour ce qui est important pour vous et pour la population. Et ensuite, je crois que je viendrai sur ma diapo plus tard, je reviens sur ce que j'ai montré, la carte. Et maintenant, je pose la question, est-ce que le pays en bas à gauche, qui est très loin de la frontière russe, peut
vendre à sa population, de mettre... Ouais, elle est où? Attendez 3 secondes, de mettre à peu près 70 milliards d'euros pour la défense au lieu de les mettre autre part, où la population dit peut-être c'est plus important parce que j'ai eu cet été plein de forêts qui ont brûlé et donc il faudrait peut-être mettre quelque chose dans la protection ou oui, la protection de forêts. C'est un discours que chaque nation à mener et qui va se donner. Et attendez, je parle beaucoup. On a encore juste un peu de temps pour ma dernière diapo. Attendez. Et maintenant, on vient aux perspectives. Ouais. Première question, les États-Unis en Europe. Est-ce que si les États-Unis disent, parce qu'il y en a qui craignent cette question, il y en a qui craignent la question, si les États-Unis quittent militairement l'Europe, il y a des personnes qui diraient oui, pourquoi pas. Ça rentre dans cette question autonomie stratégique européenne. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une autonomie stratégique européenne en dehors, sans les Américains en somme, et de pouvoir en Européen agir seul. Mais je peux vous dire, si vous allez à Bruxelles, il y a beaucoup de nations, et je parle surtout honnêtement des nations qui ont une frontière commune avec la Russie. Pour eux, les États-Unis sont une assurance vie. C'est clair, parce que ces nations voient pour le moment que les États-Unis capables de leur assurer leur souveraineté nationale. C'est un fait, et je crois que c'est un fait qu'on doit toujours prendre en compte quand on discute de la question est-ce qu'on en a besoin des États-Unis ou est-ce qu'on n'en a pas besoin. C'est du nouveau, pour moi personnellement, c'est quelque chose que je remarque toujours quand vous discutez de sécurité de l'OTAN, mais aussi de l'Union européenne, c'est souvent une question de géographie. Regardez la géographie et vous comprenez rapidement les choix qui sont faits ou les choix qui ne sont pas faits. C'est imminent. Les capacités militaires européennes, qui commande, quand je l'écris, je me suis dit, ça peut être même deux sous-ententes. L'un qui commande dans le sens qui est le leader dans tout cela militaire. Ce qu'on n'a pas en Europe, ce sont les structures de commandement militaire, les Européens. On n'en a pas. Et je crois où tout le monde est un peu d'accord, c'est que les Européens, et je parle maintenant européens en sens de Union européenne, on n'a aussi pas les moyens de bâtir des propres structures. Parce que ce serait dupliquer des structures qui coûteraient un argent fou, et on revient dans la question des choix. Et ensuite, il y a l'autre question qui se pose, qui commande dans le sens qui fait la commande. Qui fait la commande? Qui fait la commande des capacités qui sont nécessaires? Qui dit on a besoin tel nombre de régiments de chars, tel nombre d'avions de chasse, ainsi de suite. Et pour le moment, la seule institution qui est capable de faire ce travail, c'est l'OTAN. L'OTAN, dans ses planifications de défense, ont un système, un cycle très rodé, un cycle de 4 ans, dans lequel est défini, et c'est ce que je disais déjà quelques diapos plus tôt, revoir les plans capacitaires, de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit un peu dans les discussions, c'est que ces définitions de ce que devrait être mis en place sera plutôt un copier-coller par l'Union européenne. Je crois, tout le monde est d'accord que aussi ce travail ne sera pas fait 2 fois. Développement capacitaire, qui produit?
Je ne sais pas si vous avez suivi la discussion sur ce fameux avion furtif franco-allemand-espagnol. N'oublions pas les Espagnols quand même. Et les discussions qui sont en cours. Et on rentre réellement de plus en plus, et je crois c'est aussi dû parce qu'il y a de plus en plus de commandes. Donc si on regarde l'industrie de défense qui est en train de vraiment grossir, réellement, si on regarde, je le vois de notre côté, Rheinmetall qui pour le moment faramineux, ceux qui sont en train de faire de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a vraiment il y a des possibilités, on peut aimer ou non, mais c'est l'air du temps. Donc la question est qui produit, et cette question qui produit, chaque député, en tout cas dans mon pays, va poser la question, est-ce qu'une entreprise aura en somme les commandes pour pouvoir remplir ses chaînes de production. Et donc on est, même si on ne le veut pas, mais dans cet aspect, c'est extrêmement sensible et très très national. Je me demande si on peut se mettre d'accord, et je vois une réelle concurrence. Donc on revient à la question, l'autonomie stratégique européenne. Ouais, un vœu, mais difficile. Je vais en bas à gauche, les autres menaces challenges. N'oublions pas, je reviens à la géographie, il y a aussi d'autres challenges. Il y a d'autres challenges que nous, on voit dans l'avenir. Je prends le changement climatique, même si c'est peut-être plus d'actualité parce qu'on a d'autres priorités. Mais ce qui est certain, qu'il y aura des parties africaines, surtout dans le Sub-Sahara, qui ne seront plus habitables. C'est ce que d'un point de vue militaire est notre analyse. Et donc la question qui se posera, les personnes qui habitent là ou qui habiteront dans le futur là, et on sait que la démographie est plutôt vers le haut dans ces pays, où ils iront, s'ils ne peuvent plus habiter où ils habitent aujourd'hui. Donc nous aurons une pression migratoire qui se fera. Et c'est une question ensuite qui tout de suite aussi une question de sécurité pour nos nations. Comment est-ce qu'on pourra, et avec quels moyens, on pourra coper de cette situation. Le terrorisme, on n'en parle pas beaucoup. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Honnêtement, dans les médias, j'ai l'impression qu'on perd un peu de vue, mais le terrorisme existe toujours. C'est un fait, je crois, même si on a eu depuis longtemps plus les grands attentats, mais on a quand même des actes terroristes encore en Europe. Et là, il faudra aussi mettre en place des questions qui pourra le faire. Et honnêtement, si on se rappelle de ce que j'ai dit sur l'OTAN qui est surtout un moyen militaire, et le terrorisme est surtout une question de force de l'intérieur, en tout cas si on ne va pas en Afrique, avec des forces militaires. Ce sera quelque chose qui sera plutôt vu dans des institutions qui ont aussi des capacités dans la juridiction, dans les forces intérieures. Donc on revient plutôt vers l'Union européenne, et ce ne sera sûrement pas dans l'avenir quelque chose que l'OTAN qui suivra, mais que ce ne sera pas vraiment son point le plus important. Les campagnes hybrides. Cyber, espionnage, sabotage, qui a des compétences. Militairement, sur le cyber, sur le contre-espionnage, on a des compétences, les militaires. Les forces armées ont tous mis en place, je dirais, une quatrième dimension, hors air, terre, mer. Donc c'est le cyber ou c'est le champ d'information, ça dépend comment on l'appelle. Les compétences sont là, mais surtout dans ces champs hybrides, dans mon pays, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres pays, on a un problème, et le problème c'est la situation entre la paix et le conflit. Dans mon pays, l'armée allemande
ne peut pas intervenir sur le territoire allemand en tant qu'armée. C'est interdit par la Constitution. C'est no-go. No-go. Ce qu'on peut faire, c'est des fois aider, par exemple pour des catastrophes naturelles, quand il y a besoin je dis du personnel ou quelques trucs qu'on a, mais sinon, ce n'est pas possible. Donc, dans les champs hybrides, où vous n'êtes pas dans une situation de conflit, donc où le conflit n'est pas là, n'a pas été déclaré peut-être par un parlement ou par un gouvernement, ou dépendant toujours de la Constitution, beaucoup de nations n'ont pas la capacité ou n'ont pas le droit de faire intervenir leurs forces armées. Donc, on rentre dans une réelle question de compétence. Et dans l'OTAN, justement, cette phase de transition entre ce qui est, je dirais, la paix ou je dirais maintenant, je perds mes mots. Parce que j'ai un mot allemand en tête. Bon, entre la paix jusque dans les conflits, de définir quand il y a les conflits et quand aussi les forces militaires ont le droit d'intervenir, c'est un réel problème juridique. Et donc, qui a des compétences, oui, souvent ce sont les forces de l'intérieur qui ont les compétences, donc ça sort hors militaire et hors de l'OTAN. Oui. Je m'arrête ici. Ouais, je crois que c'est un bon moment. Surtout parce que comme j'étais en retard, je voudrais bien vous laisser bien sûr la parole à vous, à des questions ou peut-être aussi une remarque parce que comme je dis, moi je n'ai pas la vérité en soi, j'ai vécu quelque chose, mais je n'ai sûrement pas la vérité. Merci. Merci beaucoup, on peut vous applaudir bien sûr. Alors bonjour, d'abord merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment claire. Et en fait j'avais une question justement sur ce que vous étiez en train de dire il y a 2 minutes sur la compétence en fait de l'armée allemande sur son territoire. Parce que vous étiez, si j'ai bien compris, la constitution allemande interdit l'armée allemande d'intervenir sur son propre territoire, c'est ça? Ou hors de son territoire? Ah, c'est hors. Oui, non, mais merci pour la question. Elle est interdite d'intervenir en temps de paix. En temps de paix, les forces militaires, en tant que forces militaires, donc de forces de coercion, sont interdites. Ce qu'on peut faire, c'est en support d'autres moyens étatiques comme, je ne prends pas la police, mais je prends par exemple les sapeurs-pompiers pour des catastrophes naturelles. On peut aider avec des moyens qui ne sont pas armés, mais que si les autres institutions civiles n'ont pas ou plus les capacités de couper avec la situation. D'accord. Ok. J'espère que c'était plus Oui, clair oui, non, la ça, oui, définition. non, Merci. Merci. Du coup, Donc, merci beaucoup pour la présentation à nouveau. En termes d'engagement, quelles sont les règles? Imaginons que l'armée russe vienne libérer des russophones opprimés en Estonie. Donc notre brigade sur place, on suppose, se défendra. Mais est-ce que par exemple la France et l'Allemagne sont engagées à déclarer la guerre à la Russie ou juste à aider l'Estonie à se défendre localement? En question juridique, néanmoins, par définition, et si on regarde les plans et surtout aussi les autorités du commandant suprême allié, de Sacker qui est à Mons, un truc, c'est en somme par la déclaration de l'article 5. Donc l'article 5 qui définit, en somme, le cas de légitime défense vis-à-vis d'un adversaire et donc l'emploi de la force armée.
C'est à partir de là que vous avez, en somme, les moyens de, je dirais, de mettre en œuvre toutes les règles de la guerre. Si on reste sous ce seuil-là, ça devient intéressant et plutôt difficile. Ce qui est clair, que la légitime défense, vous ne pouvez pas la prendre à un soldat. Un soldat qui est attaqué physiquement, lui, individuellement, il peut se défendre. Mais si vous prenez le cas que vous avez évoqué, et c'est un cas, oui, réellement casse-tête, à partir de quand, et là on rentre de nouveau dans la question de l'hybridité de l'action, à partir de quand est-ce que vous avez une action militaire qui fait déclencher cet article 5? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je l'espère. Moi non plus. Oui. Bonjour. L'article 5, imaginons qu'un pays fait appel à l'article 5. Comment ça se passe? Est-ce que tout le monde est engagé tout de suite ou y a-t-il une décision pour savoir si on y va ou pas? L'article 5 serait décidé par les alliés en consensus. Donc, primo, il faut que 32 alliés disent oui, nous sommes dans un cas d'article 5, 32, consensus. Et secondo, les moyens que les nations mettent en œuvre pour aider l'allié à regagner sa souveraineté est une décision purement nationale. Et elle est purement nationale. Les nations vont faire ce qu'ils peuvent faire, ce qui est dans leur pouvoir, mais personne ne va pouvoir leur ordonner de faire quelque chose. Néanmoins, il ne faut quand même pas oublier que les nations se sont déjà engagées politiquement, si ça aide, à l'Estonie. Merci pour votre exposé. J'aurais une question. Autonomie stratégique européenne ou confier la défense de l'Europe aux États-Unis. Depuis la création de la République fédérale, l'Allemagne a toujours choisi le parapluie américain par le biais de l'OTAN. Il ne vous a pas échappé que quand même les choses ont un peu évolué. Vous l'avez dit tout à l'heure, que les États-Unis sont surtout intéressés par leur conflit stratégique avec la Chine. Vous avez dit que la position des pays européens est différente suivant qu'on est proche de la frontière russe ou pas. On peut comprendre que les pays baltes ou la Pologne se fassent du souci d'avoir la Russie à leur frontière et préfèrent faire confiance aux États-Unis qu'à l'autonomie stratégique européenne. Mais il y a d'autres pays, le vôtre en particulier, qui continuent sur la même voie. Vous êtes engagé à racheter du matériel américain alors qu'on a des Rafales qui sont sur étagère et que vous pourriez acheter. La France en vend enfin je ne vais pas vous le dire tous, les coopérations avec l'Allemagne et dans l'Union européenne sont extrêmement limitées. Et trouvez-vous logique que vous restiez dans la même configuration alors que vous n'avez pas de frontière avec la Russie et qu'il y a des industries en Europe qui peuvent répondre aux besoins des armées de l'Union? Merci pour la question. Il y a un aspect que les Américains offrent à 30 nations alliées, non, à 29 et pas à 2, c'est le parapluie nucléaire.
C'est le parapluie nucléaire, c'est l'assurance, c'est la dissuasion nucléaire. Les Américains se sont engagés avec leurs moyens nucléaires de participer à la défense ou à la dissuasion des alliés de l'OTAN. Et une partie de cette dissuasion nucléaire commune, c'est le partage de l'emploi de l'arme nucléaire tactique, dont l'Allemagne, la Turquie, les Néerlandais, l'Italie, les Belges, la Belgique, je ne suis pas sûr, ont les moyens, et ce sont ce moyen-là. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle les Allemands ont acheté, ou l'Allemagne a acheté ces F-35 pour... on pourrait en discuter sur l'aspect non, la possibilité de porter de l'armement nucléaire, des bombes nucléaires américaines avec des avions d'aujourd'hui européens. Pour le moment, d'après ce que j'entends, même un Typhoon Eurofighter ni un Rafale aurait des Américains les certificats pour le faire. C'est en tout cas ce que j'entends des spécialistes. Mais ça a été une décision. Je suis avec vous. Il y a eu des décisions qui ont été prises d'acheter sur étagère parce que je ne sais pas d'où. En Allemagne, on a sorti 100 milliards d'euros pour acheter de l'armement truc. Ce seront mes enfants qui le paieront et mes petits-enfants, peut-être un de ces 4 matins, parce que ce sont des dettes qui ont été prises. Il ne faut pas oublier, l'argent n'est pas là, ce sont des dettes. Donc, il faut les payer un de ces 4 matins. Et ce qu'on voit, et là c'est juste une observation. Oui, si j'observe les achats de la République fédérale d'Allemagne avec ces 100 milliards, c'est beaucoup de matériel américain sur étagère. Sur étagère, c'était un choix. Il y a eu peut-être aussi d'autres raisons, mais bon, c'était un choix. Mais ce qu'on remarque quand même, si on regarde par exemple le budget de défense pour l'année prochaine, 80 milliards, que sur ces 80 milliards et sur l'investissement en armement, il n'y a que 10% qui part vers l'industrie américaine. Le reste part vers l'industrie européenne. Regardez sur Internet, vous verrez que même les médias américains ont remarqué cela. Et la raison est finalement qu'avec les 100 milliards en Allemagne, on a acheté ce qu'il fallait pour combler quelques trous, ou on a estimé qu'il y avait des trous. Maintenant, on est dans la phase de développement capacitaire, et le développement capacitaire se fait surtout sur du matériel européen, mais je suis désolé, je ne vais pas vous le cacher, c'est surtout du matériel allemand aussi. Parce que je crois même les Allemands ont le droit d'acheter en national. Mais j'espère que j'ai répondu à votre question. J'espère une réponse. Oui, bonjour. En fait, je pense que vous avez partiellement répondu à ma question, parce que ma question c'était est-ce que l'arme nucléaire est utilisable par l'OTAN? Si j'ai bien compris, oui. L'OTAN en tant qu'organisation peut utiliser l'arme nucléaire si elle entre en guerre, du coup? C'est une bonne question. Et maintenant, je vais être direct, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire simplement parce que la planification nucléaire, ou le groupe de planification nucléaire, est un cercle si restreint que peu de personnes ont une réelle vision. Moi, j'en fais pas partie. Et si j'en faisais partie, je ne sais même pas si j'aurais pu répondre à votre question. Mais ce que je peux vous dire, que la dissuasion nucléaire fait partie de la stratégie ou des moyens de l'OTAN. Ça, c'est un fait. Mais sur l'emploi, je ne peux pas vous répondre, honnêtement. Non, c'était vraiment une question un petit peu similaire parce que ce que je ne comprends pas, c'est le parapluie nucléaire. Il est lié aux États-Unis, mais est-ce que le fait de l'actionner en cas d'agression d'un des 30 pays qui en bénéficient
fait référence à l'OTAN ou fait une référence à une décision bilatérale entre le pays agressé et les États-Unis. Autrement dit, si par exemple l'Allemagne, qui est sous protection américaine aujourd'hui vis-à-vis du parapluie nucléaire, est-ce que si l'Allemagne est attaquée par exemple, cas extrême mais toujours pour le mettre en perspective, est-ce que la décision d'utiliser l'arme nucléaire va dépendre uniquement de l'Allemagne ou des États-Unis ou va devoir passer par le spectre de l'OTAN? Je vais répondre à cette question en deux parties. Sur la seconde partie de votre question, je reviens à ce que je dis. Je ne connais pas les plans du groupe de planification nucléaire. Néanmoins, tout dont on parle de la défense, donc de la défense du territoire de l'OTAN ou des alliés de l'OTAN, se regroupe toujours dans des plans de défense otaniens. Ça veut dire, on parle surtout ici d'armes nucléaires tactiques, donc on ne parle pas d'armes nucléaires stratégiques comme la France en a, mais tactiques, donc sur le champ de bataille, et toujours ancré dans des plans de défense militaire. Et pour l'emploi, ce qui est clair, et comme sont reparties les tâches, les Américains détiennent leur armement nucléaire, donc dans ce cas des bombes, et ce sont des moyens des nations, comme je dis, l'Allemagne, l'Italie, ainsi de suite, qui ont des moyens, des avions, auxquels on les raccroche, et qui, après l'aval du président américain, c'est le dernier qui décide sur l'emploi de ces armes nucléaires, les amène dans militairement, pardon, je veux dire, dans la cible choisie. C'est... toujours, mais nous savons, et la discussion, ici il y avait aussi quelqu'un qui voulait. On a la discussion aussi qu'on mène depuis un an à peu près, et je crois que c'est le président français Macron qui l'avait évoqué, de mener une discussion stratégique sur l'armement nucléaire français et la dimension européenne. Mais il est aussi clairement dit, vous pouvez le lire dans la revue stratégique nationale, qu'en fine, c'est le président de la République qui en décide. Et c'est la même chose pour les Américains ou n'importe quelle nation qui détient une arme nucléaire. Je prends un peu de question parce que je suis à côté. Bonsoir. Une question qui n'est pas trop éloignée de ce qu'on vient de dire. On a l'impression que la Russie peut faire un peu tout ce qu'elle veut. On peut parler de la descente de l'avion de ligne il y a quelques années. On parle des avions qui franchissent systématiquement les frontières de l'Union européenne de l'OTAN. Et tout ce qu'on peut faire, effectivement, d'envoyer des avions de chasse pour les escorter en dehors du territoire. Ma question est, est-ce qu'il y a une limite, une ligne rouge à ne pas franchir pour la Russie, au-delà de laquelle on va littéralement descendre ces avions? On parle déjà, il y a plusieurs pays, dont la Pologne, qui a littéralement menacé dernièrement la Russie de descendre les drones si elles vont franchir son territoire national. Mais est-ce que pour les avions de chasse ou d'espionnage, c'est la même chose? Merci. En tant que soldat, c'est facile de lire, c'est une question purement politique. C'est pas une question militaire, c'est une question purement politique. Et si vous regardez un peu les discours qu'on a entendus après la Pologne et les cas en Lettonie, ainsi de suite, vous rentrez toujours dans une discussion politique entre avoir les moyens de éviter, de contrer ces actes hostiles, et de l'autre côté, bien sûr, de ne pas rentrer dans une dynamique de conflit par une décision peut-être prématurée ou prise, peut-être même pas prématurée, mais prise. Et je crois que cette question politique, je crois qu'il n'y a pas de réponse imminente. Je crois chacun sait quelle capacité militaire il a pour y avoir des actions, mais c'est
c'est une question purement politique et je crains qu'on n'a pas notre boule de cristal pour voir dans l'avenir ou même dans le proche avenir où on va aller. Où on va aller. C'est boule de cristal. Demain, il y a le prix Nobel de la paix qui sera décerné. Et on sait à quel point c'est important pour Donald Trump de le gagner. Du coup, ça va donner une bonne image et tout. Et on sait qu'actuellement, du coup, il fait tout pour gagner ce prix Nobel de la paix. Il y a beaucoup de négociations au Moyen-Orient actuellement. Et je me demande, le fait qu'il fasse autant d'efforts au Moyen-Orient et moins en Europe, du coup, on entend moins parler de la Russie et de l'Ukraine. Il ne s'oppose pas du tout à la Russie actuellement. Est-ce que ça ne montre pas déjà un rejet des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN? Moi, je ne l'observe pas. Moi, je ne l'observe pas parce que, là je parle en tant que Daniel Link, j'observe que le président américain, il a toujours un sujet. Il a un sujet avec lequel il veut faire des points dans son camp politique aux États-Unis. Il l'a fait avec les Européens, ce sont les 5%. Ces 5%, c'était ce que les Américains ont imposé, ce qu'ils voulaient. Donc, le signal était fort que les Européens font plus, ce qu'il a voulu et promis. De plus, si on regarde un peu les programmes d'acquisition de moyens militaires, il y a aussi un certain vœu du président américain d'acheter américain et ensuite de les livrer aux Ukrainiens. Donc de faire marcher aussi un peu, je dirais, l'industrie de défense européenne. Et honnêtement, d'un point de vue allemand, si on observe, nous, on voit réellement pas que les États-Unis, militairement, ont l'intention ou ont envoyé des signaux de vouloir quitter l'Europe. Il faut je le dis honnêtement, si je regarde l'Allemagne, maintenant c'est du nouveau Daniel Link, et que je regarde les infrastructures et les moyens que les Américains ont sur place, et quand on regarde par exemple aussi la guerre de, combien c'était, 12 ou 18 jours entre Israël et Iraniens, et que les Américains se sont reposés sur leur infrastructure en Allemagne, Ramstein nommé, et autres infrastructures, disons, l'Europe reste pour eux quand même un point d'appui énormément important pour le Moyen-Orient et aussi pour l'Afrique. Et s'ils veulent jouer encore un rôle, ou s'ils veulent faire de l'influence dans ces régions-là, ils ne pourront pas s'en passer. C'est ce que moi personnellement je vois, j'observe, et pour le moment, je n'ai pas vu de signal contraire. Merci. J'ai deux questions qui sont plutôt politiques, auxquelles vous n'aurez peut-être pas les réponses, mais ça m'intéresserait quand même d'avoir votre opinion. La première question, c'est que vous avez soulevé le fait que la géographie était très importante pour... comment dire, dans l'appréciation qu'on a des menaces en Europe. Et je me demande si, pour dépasser cette question, on ne devrait pas travailler la dimension politique de l'Union européenne, c'est-à-dire de créer un sentiment d'appartenance plus poussé qui pourrait faire qu'un Français se sentirait plus concerné par les problèmes d'un Polonais, etc. Et comment cette question-là du renforcement politique de l'Union européenne est vue d'Allemagne, par exemple? Vu d'Allemagne, je constate, pour prendre la seconde question, que l'Union européenne est pour l'Allemagne clairement d'une importance dimensionnante, mais peut-être un peu moins dans l'aspect militaire.
Parce que pour l'Allemagne, d'un point de vue militaire, c'est l'OTAN qui garantit la sécurité et la souveraineté des nations européennes. Mais dans tous les autres domaines, moi je vois que des signaux positifs de l'Allemagne, ou pas positifs, c'est l'Allemagne historiquement aussi, si on regarde les dernières 80 ans, a toujours voulu et a essayé d'être un moteur, en tout cas c'est ce que moi je vois et perçois et je sais, un moteur de l'intégration européenne. C'est naturel, c'est allemand, c'est après 1945, c'est devenu en somme une partie de l'Allemagne. Sur la seconde question, attendez, qu'est-ce que ah oui, européen. Non, personnellement, je suis persuadé que la géographie prime. Et je vous dis honnêtement, un bourgeois voit d'autres problèmes qu'un bavarois. Un bourgeois, quand vous avez de nouveau une crue, parce que la mer du Nord, avec le vent, elle rentre dans l'Elbe et ainsi de suite, il a d'autres priorités qu'un Bavarois. Et je crois même à la grande échelle européenne, vous pouvez peut-être avoir le sentiment d'être allemand, ou pas allemand, mais je veux dire... lapsus. Si je prends de nouveau mon exemple de Hambourg et bavarois, oui, d'un côté ils sont tous allemands, mais aller en Allemagne, ils sont bavarois. En premier bavarois et ensuite allemands, surtout les bavarois. Et en Europe, c'est la même chose. Et en Europe, c'est la même chose. Et regardez un peu les challenges. Si vous prenez, je ne sais pas, est-ce que j'ai un autre exemple qui me... La migration. L'immigration, un très bon exemple. Les pays qui longent la Méditerranée ont une toute autre vue sur la migration que l'Irlande. Ouais, mais c'est comme ça. Je crois que c'est normal. Et je crois c'est pour ça que si on regarde un peu Bruxelles et comment marche Bruxelles, le plus important, et c'est ça le challenge politique, c'est de trouver ensemble un consensus, une marche commune où tous les intérêts ensemble sont mis ensemble et on trouve ensemble le bon milieu entre les différents intérêts. C'est ça qui fera la différence. Mais comme je disais, ça c'est Daniel Link. Moi, la géographie, ça me passionne. Sauf erreur de ma part, j'ai cru comprendre que donc les pays qui ont la couverture nucléaire américaine, c'est uniquement du tactique et c'est sur accord du président des États-Unis. Les seuls autonomes sont donc l'Angleterre pour 80% et la France à 100%, à la fois pour le tactique et le stratégique en nucléaire. Qu'est-ce qui, à part la vieille méfiance que la France peut avoir vis-à-vis de l'Allemagne, vous a quand même envahi quelques fois, qu'est-ce qui, à part cette méfiance et cette réticence française, empêcherait l'Allemagne d'acheter des bombes nucléaires françaises toutes prêtes sur étagère pour avoir son autonomie? Et pareil pour la Pologne, hein, mais comme vous êtes allemand. Pour juste une petite clarification, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais réellement pas, dans quelle mesure l'armement stratégique américain, puisqu'il n'y a plus d'armement ou il y aura peut-être de nouveau de l'armement intermédiaire, mais participe à la dissuasion, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux aussi pas vous dire dans quelle mesure les moyens britanniques participent à la dissuasion de tous les alliés otaniens. Je ne le sais pas. Cette question, elle a été ressortie dans la discussion en Allemagne. Bon, il y a une chose qui est claire, un armement nucléaire et aussi biologique et chimie, d'armes chimiques, est hors question en Allemagne. Je crois me rappeler même que c'est inscrit dans la Constitution. Donc la question ne se... et merci, très bon aspect. Constitutionnellement, elle ne se pose pas. Aspect légal,
supplémentaires sont bien sûr aussi les accords internationaux, de non-prolifération nucléaire. Donc on a quand même, et l'Allemagne est très rattachée à tout ce qui est, je dirais, le droit international. Donc la question ne se pose pas. Si elle se posait, je crains que l'armement nucléaire est le cœur et le cœur de la sécurité nationale en France. Et une chose est certaine, une nation ne va sûrement pas vendre une arme nucléaire à une autre nation. Je ne vois pas, parce que on parle aussi de transfert de technologie, et là on rentre dans un cœur vraiment d'autonomie, de sécurité qui est pour la France est primordial, et qui est aussi, il faut être honnête, et je reviens ensuite à cet avion franco-allemand-espagnol, le cœur du sujet, de la discussion. Si on construit comment et si cet avion sera construit en commun ou sera construit par Dassault tout seul, parce que la capacité nucléaire est le cœur du sujet. Oui, donc justement par rapport à ce que vous dites, le nucléaire c'est le cœur du sujet. Je me posais la question, entre 2022 et aujourd'hui, l'OTAN regarde certainement l'évolution de la dynamique de la puissance militaire, alors je dirais du point de vue conventionnel, et donc comment vous considérez l'évolution de la montée en gamme de l'OTAN en Europe par rapport à la Russie qui perd des moyens, mais qui a aussi une immense industrie. Comment vous pouvez voir ce mouvement de montée-descente des uns et des autres, enfin de nous et d'eux? D'un point, je ne vais pas trop rentrer dans la question nucléaire, même si elle est très importante. Ce qu'on voit, c'est que les moyens nucléaires russes sont modernisés, montés en puissance. Les accords de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie sont à zéro. Même si le président russe a proposé de peut-être prolonger le New START d'une année, mais en somme, on peut douter de cette proposition. Non, on peut douter du cœur de cette proposition. Donc, on est à zéro. Donc, on voit, nous, d'un côté militaire, on voit le réarmement nucléaire russe qui pose problème. On voit aussi la communication du gouvernement et du président russe toujours jouant sur l'emploi nucléaire, qui est très préoccupante pour nous. Mais sinon, j'ai difficulté de répondre à cette question, parce qu'on est quand même pour le moment dans une dynamique d'un côté russe, où l'estimation des services de renseignement sont assez claires, et l'appréciation militaire aussi, que dans 5 ans, les pertes que la Russie a eues en Ukraine seront compensées. Et il est pour le moment, c'est un peu la date dont on parle, que dans 5 ans, la Russie aurait les capacités militaires, donc par le réarmement, de pouvoir attaquer un pays de l'OTAN. C'est à peu près ce qu'on peut calculer vis-à-vis de la montée de la production des Russes. Et en parallèle, avec les actions qui sont en train d'être menées, avec aussi l'argent qui est mis, les nations européennes, les alliés, essaient de combler leur trou pour être dans la capacité de défendre le territoire au cas où. C'est un peu la dynamique.
Donc en 2025, l'OTAN, du point de vue conventionnel, n'est pas plus forte qu'elle ne l'était en 2022 et les Russes pas plus faibles du point de vue conventionnel, je dis bien, hein, des troupes au sol qui envahissent des pays avec des chars, des façons conventionnelles de faire la guerre. Non, si je regarde les efforts que toutes les nations ou tous les alliés ont fait ces dernières 3 années, la capacité est nettement accrue. C'est nettement accru. On peut sûrement pas parler. Je peux aussi surtout le voir pour mon pays. Il y a des unités qui ont été mises en place, des capacités, du matériel qui est là. Les capacités sont beaucoup plus accrues. On voit que justement la Russie, ces dernières années, par l'Ukraine, ces dernières 3 années, ont d'abord beaucoup perdu. Ils perdent toujours aussi en soldats, si on regarde les pertes qui ne sont pas officielles, mais il y a des calculs de différentes instituts sont là, mais on voit que l'économie russe, en tout cas c'est l'appréciation militaire, aussi politique, l'économie russe est une économie de guerre. Ça veut dire que les moyens, on parle à peu près de 70%, c'est le chiffre que j'ai en tête, de l'économie qui produit pour la guerre, donc militairement. Et on voit qu'après un certain seuil qu'ils ont eu, parce qu'ils ont puisé surtout sur les ressources qu'ils avaient dans leur stock, donc du vieux matériel, maintenant ils ont bien sûr une capacité, ils ont mis l'économie sur une capacité de production quantitative. Et à la limite, quantitatif, est-ce que c'est aussi de la qualité? Je ne veux pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Je suis persuadé que l'industrie russe et le savoir-faire russe, ils sont bons, bien sûr. Mais c'est toujours difficile de comparer les quantités, je trouve. Et donc, ils en sont à combien de pourcents du PIB? Est-ce que l'OTAN peut estimer ce genre de... Le PIB, je crois, peut être estimé, et je crois le PIB rejoint, je ne sais pas s'il rejoint le PIB français, mais même pas, non, mais je ne pourrais pas vous le dire, mais la question que moi je me pose maintenant, est-ce que la production d'un char en Russie coûte autant que la production de chars en Allemagne? Et quand je regarde qu'un char allemand coûte quelques millions d'euros, je ne sais pas si la Russie est capable de construire peut-être moins cher. Donc, je suis prudent de faire une réelle comparaison dans ce domaine-là. Bonsoir, merci pour cette conférence. Moi, en fait, c'est vrai que la Russie actuellement est un gros problème, pour le moins. Mais quand on voit, c'est vrai, je rejoins votre passion pour la géographie, quand on voit quand même que la Chine et les États-Unis sont, comment dire, en désaccord profond et grandissant, et que la Chine augmente ses moyens et ses manœuvres aux alentours, surtout au niveau maritime, et puis avec les routes, sa route de la soie, et puis ses incursions économiques en Afrique, si j'ose dire. Si un jour Trump décidait un matin, en se levant de mauvaise humeur, d'aller on va dire, rentrer en conflit avec la Chine, l'OTAN serait obligée de l'accompagner, ou est-ce qu'on pourrait dire est-ce que l'Europe pourrait se dire ce n'est qu'une action américaine, parce qu'ils ont une armée qui est, comment dire, l'Europe, chacun de nos pays, l'Europe, c'est une multitude de pays, les armées sont hors OTAN assez disséminées, mais comment dire, les États-Unis, ils agissent seuls. Donc, est-ce que nous, on devrait les rejoindre sur ce conflit-là? Je dirais non. Je dirais non. La question se poserait réellement si le conflit serait étendu sur le territoire des États-Unis,
C'est très intéressant. J'invite de lire le traité de l'Atlantique du Nord, donc le traité fondateur de cette organisation dont on parle. Et si on prend l'article 6 et on regarde quels territoires sont couverts, pour l'application de l'article 5 est considéré comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée contre le territoire, l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord. Bon, il y a encore les départements français d'Algérie, mais ça, je crois, ça a été en 68, ça a été sorti. Mais c'est réellement, je n'ai pas de réponse. Je trouve ça intéressant parce que j'ai lu justement cette partie quand j'ai préparé ma présentation. Et j'aurais, si on parle du territoire des États-Unis, je n'aurais réellement pas de réponse, mais la réponse, ou partiellement, si on regarde le Grand Nord, si on regarde le Canada, si on regarde la géographie, et si on regarde au-dessus du pôle Nord, on se rend compte qu'on se touche. Ouais, ou de l'autre côté aussi, entre les États-Unis et la Russie, ils ont aussi une frontière commune. Donc, mais par définition, si ce n'est pas le territoire qui est touché, l'OTAN n'a pour le moment aucune ambition d'étendre son territoire de responsabilité militaire vers l'Asie, même si on regarde de très près ce qui se passe en Asie, surtout en vue, et ça rejoint ce que je dis au début, les pays qui partagent les mêmes valeurs que nous et avec lesquels la coopération est de plus en plus étroite. Faut le dire. Non. Parce que ce n'est pas le territoire de l'Amérique du Nord. En lisant le texte, pour moi, non. C'est pas le territoire de l'Amérique du Nord. Et justement, on peut rentrer dans l'histoire, mais justement, la question sur le traité de Washington, et si on regarde un peu les histoires, ça se lit, mais si on regarde les histoires, la question, quel territoire doit être intégré, c'est ce qui est intéressant. Par exemple, la Belgique, où vous voulez avoir le Congo comme territoire de l'OTAN. La France voulait aussi avoir d'autres parties et avait regardé dans le monde entier parce que la France a bien sûr quelques territoires encore. Et c'était les États-Unis qui étaient contre, et le seul compromis qui a été trouvé, c'était vraiment cette partie de l'Algérie, du département algérien, parce qu'on disait c'était tellement près ou tellement connecté que ça faisait encore partie en somme de quelque chose de concevable. Mais cette discussion, depuis 75 ans, elle existait, mais elle est close, donc c'est clair que non. Je vais revenir, vous avez en partie répondu à la question, mais je vais quand même un peu revenir dessus. La Russie, elle est effrayante, et pourtant, elle est en crise démographique, elle est en crise économique, et finalement, depuis 2 ans, elle n'a pas réussi, malgré tout ce qu'on imaginait, envahir son voisin qui avait une armée peu préparée. Et pourtant, elle effraie. Qu'est-ce qui fait que ce pays nous effraie tant? Et est-ce que c'est pas un géant au pied d'argile? Ce que on peut observer, c'est que ou ce qu'on peut déduire de comment la Russie et son président ont agi depuis 2008 ou depuis 2007, je disais la Géorgie, l'Ukraine, ainsi de suite, c'est un peu la méthode du saucisson. Et si vous allez maintenant dans le discours que le président Poutine a vis-à-vis de l'Ukraine, et dénie l'existence de l'Ukraine. Et si vous regardez qu'il y a dans les pays baltes des minorités importantes russes, ces nations se posent réellement la question, est-ce qu'ils seront les prochains? Et si vous regardez la taille de ces pays et aussi la proximité vis-à-vis de la Russie,
ils ont une réelle peur qu'ils seront bouffés. Et je crois, et là je reviens du nouveau dans la question du consensus ou de la perspective, c'est je crois une perspective vue sur ce qui s'est passé ces dernières années qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut réellement pas nier. Donc je crois ça c'est un point toujours à prendre en compte pour estimer ce que les nations qui sont vraiment sur la frontière peuvent subir. Je propose encore 2 dernières questions, peut-être. 3, allez, 3. Merci. Oui, donc on est d'accord, je crois, pour dire que l'OTAN a une vocation défensive, en tout cas à son origine, et que ce qu'on voit de la Russie aujourd'hui est plutôt offensif. Cela dit, si on regarde l'évolution géographique, c'est l'OTAN qui a étendu sa zone d'influence et la Russie qui en a perdu. Donc, est-ce que le point de vue russe, il n'est pas un petit peu différent d'une autre sur ce plan-là? Si on regarde les déclarations, oui. Si vous regardez les déclarations, c'est ce que les présidents russes ont depuis 2007, depuis ce fameux speech de Poutine reproché. Si vous prenez cette perspective, je ne vais pas vous contredire. Moi, je dis toujours, une autre perspective est, les nations qui ont rejoint l'OTAN n'ont pas été forcées. Les nations qui ont rejoint l'OTAN voulaient y rentrer. Et dans notre compréhension d'union ou d'alliance ou de format multilatéral, on a toujours parti du principe que ceux qui veulent et qui remplissent les critères, et les critères sont aussi politiques, pour l'OTAN par exemple, je disais, démocratie, liberté des droits, droit du pouvoir, ainsi de suite, il faut les remplir avant d'y rentrer, il faut adhérer à ces principes. Donc on ne dira pas non, on n'a pas dit, l'OTAN ou les nations des OTAN n'ont pas dit non, et je vois et je vois surtout, bon, c'est venu plus tard, mais si on regarde les dernières accessions à l'OTAN de la Finlande et la Suède, qui il y a 5 ans auraient imaginé que ces deux pays qui ont tellement toujours mis en avant leur indépendance et leur neutralité rejoignent l'OTAN. Honnêtement, faut être honnête, il y a quelque chose qui s'est passé dans ces deux pays et qui ont vu quelque chose qui ont fait changer un paradigme. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et donc, je vois ce qu'une autre perspective pourrait argumenter, mais personnellement, je ne la suivrai pas.